Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui fascine un peu tous ceux qui ont dépassé le stade du «bonjour, je voudrais une baguette». Comment on passe au niveau supérieur, en fait? Exactement. Comment passer de parler français à vraiment penser en français? Pour explorer ça, on a une collection de sources assez éclectique. Oui, on a un peu de tout. On a des guides très pointus sur la prononciation, des articles sur la mémorisation du vocabulaire, des transcriptions de conversations. Et même une analyse sur les modèles d'éducation en Suisse, qui est assez surprenant à première vue. C'est ça. Notre objectif, c'est de distiller tout ça pour trouver les leviers, les raccourcis qui font vraiment la différence pour atteindre une fluidité naturelle. Et c'est la bonne question à se poser. L'apprentissage, c'est un parcours. Et ce qui ressort des sources, c'est qu'on peut structurer notre analyse autour de 3 piliers. D'accord. D'abord, la fondation, Ah ah. la prononciation. On pourrait dire la musicalité de la langue. Ensuite, l'architecture. Comment on construit son vocabulaire. Et enfin, le plus important, comment on habite cette structure en parlant de soi, de sa vie. Exactement. Le passage de la théorie à l'incarnation. J'aime beaucoup cette idée de musicalité. Alors commençons par là. La prononciation, c'est souvent vu comme la bête noire. Oui, c'est le premier grand défi. Et les sources le confirment. Une d'entre elles, sans mots pour améliorer sa prononciation, identifie quelques sons qui sont de vrais marqueurs d'authenticité. Et en tête de liste, sans surprise, les voyelles nasales. Ah, les fameuses. Le son 1 de train ou pain, par exemple. Ce qui m'a frappé, c'est pas tant la difficulté du son en lui-même, mais le fait qu'il s'écrive de 10 façons différentes. I-N, A-I-N, E-I-N, c'est un vrai piège, oui. Et ce qui est fascinant, c'est que ces sons, ce n'est pas juste qu'ils sont difficiles, c'est une sorte de barrière d'authenticité. C'est une bonne image, ça. Les sources suggèrent que maîtriser juste ces 4 ou 5 sons clés, ça peut faire passer la perception de notre niveau de scolaire à quasi natif. C'est un raccourci hyper puissant. D'accord. Pour ces nasales, la clé, c'est de comprendre la physique. L'air passe par le nez. Et surtout, on ne prononce jamais le N ou le M. Il y en a 4 principales. Le 1 de train, Oui, le 1 de enfant, le on de bonbon et le fameux 1 de brin. ah, et sur celui-là, la source apporte une nuance que je trouve à la fois déroutante et rassurante. C'est-à-dire, Beaucoup de Français, en dehors du sud de la France, ne font plus la différence entre le E de brin et le 1 de brin. Donc si on a du mal, on n'est pas les seuls. Exactement. La langue évolue. c'est ça. D'ailleurs, pour les autres nasales, la source donne un petit truc mnémotechnique assez drôle pour savoir quand utiliser am ou m. Ils appellent ça la règle de Mbappé. Ah bon? Oui, le M s'utilise toujours devant MBP, comme les initiales du joueur. C'est le genre de petit hack moderne qui ancre une règle un peu abstraite. C'est excellent. Au-delà des nasales, il y a aussi cette distinction entre le Z et le S. Oui, le sonore et le sourd. L'exemple classique, poison et poisson, ou cousin, coussin. Voilà. Et le point important, c'est que ça change toute la dynamique de la phrase. Une voix qui vibre au bon moment, ça rend la parole plus chantante. Absolument. Et puis, il y a le son U, celui qui s'écrit UI. Ru, tu, c'est le son qui trahit souvent les anglophones. Ah oui, celui-là? Et quand j'ai lu l'astuce dans la source, il faut partir du son OU, comme dans vous, et sans bouger les lèvres, essayer de dire un I. J'ai dû m'arrêter de lire pour l'essayer. Et alors? Ben ça marche, c'est fou. On sent un muscle dans la bouche qu'on ne savait pas qu'on avait. C'est ça? L'apprentissage d'une langue, c'est aussi physique, presque sportif. Il faut entraîner ses muscles. Et le champion de cet entraînement, bien sûr, c'est le R français. Le fameux R guttural. La source utilise l'image du gargarisme. C'est très parlant. Maîtriser ce son, même un tout petit peu, ça change radicalement la perception qu'un natif a de notre niveau. C'est la signature de la langue. Alors, une fois que l'instrument est bien accordé, si je puis dire, il faut lui donner une partition à jouer. Les mots. Le vocabulaire. Et là, j'ai trouvé la partie des sources sur la mémorisation particulièrement contre-intuitive par rapport à ce qu'on a appris à l'école. Ah oui, ok. Et l'idée de base, c'est que chercher un mot sur son téléphone ne l'ancre pas dans notre cerveau. Il faut le rencontrer sous différents angles. C'est le cœur de l'apprentissage actif. Une des sources est très claire là-dessus. Mémoriser des listes de mots par cœur, c'est inefficace, voire contre-productif. Exactement. Le cerveau a besoin de contexte, d'émotion.
Une des techniques les plus puissantes, c'est de raconter une histoire. On prend les mots du jour, disons nuage, boulangerie et soudain. Ok. Et on crée un mini-récit. Le nuage au-dessus de la boulangerie a pris une forme étrange quand soudain. Plus l'histoire est personnelle ou absurde, mieux le cerveau la retient. J'avoue que certaines techniques, comme le palais de la mémoire où l'on place mentalement des mots dans les pièces d'une maison, ça me semble un peu complexe, non? C'est une excellente question. La science derrière est solide. Ça utilise notre mémoire spatiale qui est très puissante. Mais oui, ça demande un effort au début. On peut faire un test rapide. Ah, je veux bien. Imaginons notre studio. Je place le mot bol sur ce canapé. Je place le mot fenêtre sur votre micro. Et couteau sur la table basse. Maintenant, fermez les yeux. Où est la fenêtre? Sur mon micro? C'est ridicule, mais ça marche. L'image est tellement absurde que je ne peux pas l'oublier. D'accord, je suis convaincue. Voilà. L'absurdité crée une encre émotionnelle. Mais il y a des méthodes plus simples, comme la répétition espacée. Le principe de beaucoup d'applications, c'est ça. Le cerveau est fait pour oublier. Répéter une info à intervalles croissants, un jour, 3 jours, une semaine, ça lui envoie le signal. Ça, c'est important, garde-le. C'est un dialogue avec sa propre mémoire, en fait. Tout à fait. Et puis, il y a l'immersion à la maison, la fameuse technique des post-it. Un post-it chaise sur la chaise. C'est simple, mais la répétition visuelle quotidienne sans effort, c'est d'une efficacité redoutable. Mais j'imagine que toutes ces techniques, ça ne sert à rien si le mot reste passif dans notre cerveau. Le point crucial, c'est l'activation. C'est le point culminant. Les sources sont unanimes. Un mot n'est vraiment acquis que lorsqu'on l'a utilisé. Dans une conversation, un email. Oui. Le lire, l'entendre, c'est bien. Mais l'écrire, le prononcer soi-même dans une phrase qui a du sens pour nous, c'est l'acte qui le transfère dans la mémoire à long terme. La connaissance devient une compétence. Ce qui nous amène logiquement à la mise en pratique. Comment on active tout ça? Et là, les sources convergent vers un exercice qui a l'air simple, mais qui est d'une richesse incroyable. Raconter sa journée. Absolument. C'est le terrain de jeu parfait. Et on combine tout. Et en analysant les transcriptions des podcasts comme Français authentique, on comprend pourquoi. Raconter sa routine, ça force à utiliser une structure grammaticale qui est fondamentale en français. Les verbes pronominaux? Exactement. Je me réveille, je me lève, je m'habille, je me brosse les dents. En anglais, on ne dit pas « I wake myself up ». C'est vrai. Cette structure où l'action revient sur le sujet, elle est au cœur de la description de la vie quotidienne en français. La maîtriser, c'est faire un bond de géant. C'est une excellente remarque. Ça révèle une vision du monde un peu différente, plus centrée sur l'action de soi, sur soi-même. Oui. Et les sources proposent de structurer ce récit en chapitres. Le matin, la journée, le soir. Avec des actions typiques. Prendre son petit déjeuner, aller au travail en métro, faire une pause café. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est la nuance de temps qui est soulignée. Le présent pour les habitudes, chaque matin je lis les infos, et le passé composé pour une journée spécifique. Hier, j'ai lu un article passionnant. Cette distinction, une fois qu'on l'a, ça rend le discours beaucoup plus précis. Et ce qui rend le récit vivant, ce sont les détails. On a l'exemple de cette Sylvie qui, pendant son petit déjeuner, lit un peu et écoute la radio, ou le soir qui reste pendant 1 heure dans son bain. Ces détails ne sont pas juste anecdotiques. Non. D'un point de vue pédagogique, ils ancrent le vocabulaire dans une image forte, personnelle, sensorielle. On n'apprend pas juste le mot « bain », on l'associe à la détente, à la chaleur. C'est beaucoup plus efficace. Et pour enrichir encore le récit, les sources recommandent d'utiliser des adverbes de fréquence. Toujours, souvent, parfois, jamais. Oui, Ajouter un simple souvent transforme une phrase plate. Je prends le bus devient je prends souvent le bus, mais parfois je vais au travail à vélo. On dessine un portrait plus nuancé. on passe de la simple description à un véritable récit de vie. On ne récite plus, on se raconte. C'est là que la confiance s'installe. D'accord, donc on a la musicalité avec la prononciation, les briques avec le vocabulaire et un premier plan de construction avec le récit de la journée. Mais comment on s'assure que le chantier avance au quotidien? L'immersion continue. Une source de l'Alliance française insiste là-dessus, notamment avec les podcasts. Il s'en cite plusieurs. Languatalk Slow French pour son rythme lent, idéal pour commencer. Journal en français facile pour l'actualité, français authentique pour les expressions du quotidien. L'idée, c'est de baigner son cerveau dans la langue, même passivement.
Et c'est là que cette source suisse, qui compare études universitaires et apprentissage en entreprise, devient une métaphore incroyablement éclairante. Oui, elle nous aide à prendre de la hauteur. On peut voir l'apprentissage d'une langue à travers ce prisme. D'un côté, il y a l'approche universitaire, l'étude structurée de la grammaire, des règles, très théorique. Solide, mais ça peut manquer de spontanéité. C'est ça. Et de l'autre côté, l'apprentissage en entreprise, qui serait l'équivalent de l'immersion totale. Partir vivre dans le pays sans aucune base. Exactement. L'approche pratique. On apprend sur le tas. On acquiert très vite des compétences pour communiquer. C'est rapide, mais on peut fossiliser des erreurs. Construire une maison fonctionnelle, mais avec des fondations un peu bancales. Voilà. On apprend le comment sans toujours comprendre le pourquoi. Et ce qui est génial, c'est que la source suisse ne nous laisse pas face à ce dilemme. Elle présente une troisième voie, la formation en alternance, qui combine les deux, théorie en école et pratique en entreprise. C'est une métaphore parfaite de la stratégie d'apprentissage idéale. Combiner des moments d'études structurés avec une pratique quotidienne, une immersion constante. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. En équilibre. C'est la synthèse parfaite. Chaque technique qu'on a vue peut être classée dans l'une ou l'autre de ces catégories. L'important, c'est de trouver le bon dosage pour soi. Se connaître en tant qu'apprenant, c'est peut-être ça la compétence la plus importante. Très bien. Si on devait résumer les points saillants de cette analyse, on pourrait dire 1. La prononciation est un investissement à haut rendement. Oui, maîtriser les sons clés, comme les nasales, et le R, ça change tout. 2. Pour le vocabulaire, abandonner la mémorisation passive. Il faut être actif, créer des histoires, des images. 3. L'exercice de raconter sa routine quotidienne est une mini-salle de sport linguistique. On entraîne tout en même temps. 4. L'immersion, avec des podcasts par exemple, n'est pas une option, c'est une nécessité. Et enfin, 5. Le plus important, réfléchir à son propre style d'apprentissage en s'inspirant de ce modèle suisse. Est-ce que je suis plutôt académique, apprenti, ou est-ce que j'arrive à jongler avec les deux? C'est un excellent plan d'action. Pour conclure, j'aimerais lancer une dernière piste de réflexion qui va un peu au-delà des sources. Elles nous ont très bien expliqué le comment apprendre. Mais il faut aussi s'interroger sur le pourquoi. Au-delà de la communication, Oui. Comment est-ce que l'apprentissage d'une nouvelle langue, avec ses structures propres, modifie notre façon de percevoir le monde et même de nous percevoir nous-mêmes? c'est une vaste question. Prenons un exemple. La distinction en français entre le passé composé et l'imparfait. Action ponctuelle contre description, habitude. Ce n'est pas juste une règle, c'est un outil narratif puissant. D'accord, je vois. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est, en maîtrisant ces deux façons de raconter le passé, n'est-on pas en train d'acquérir de nouveaux outils pour revisiter et peut-être réécrire nos propres souvenirs et nos propres histoires? Bonjour et bienvenue. Souvent, on voit l'apprentissage du français comme une montagne à gravir, une sorte de course. Mais en réalité, c'est bien plus un voyage passionnant. Aujourd'hui, on va voir ensemble une sorte de feuille de route, étape par étape, pour que cette aventure linguistique soit un vrai succès. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'on est prêt à se lancer? Parce que comme on dit, chaque grand voyage commence par ce fameux premier pas. Et ce pas, c'est simplement la décision de se lancer. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Pour la première étape, pas la peine de chercher des choses compliquées. Le plus simple et le plus efficace, c'est de commencer par décrire le monde qu'on connaît déjà par cœur, notre propre routine. C'est du concret, c'est hyper utile et ça permet d'ancrer la langue dans la réalité de tous les jours. Une journée, c'est simple, ça se découpe assez naturellement en 3 grands moments. On va donc suivre ce rythme tout simple pour découvrir le vocabulaire essentiel de chaque partie de la journée, du moment où on se lève jusqu'au coucher. Le matin, c'est le moment des actions qu'on fait sur soi-même. Et c'est intéressant parce qu'en français, ça a une conséquence directe sur la grammaire. On utilise ce qu'on appelle les verbes pronominaux. C'est ce petit mot « se » qu'on voit partout. Je me réveille, je me lève. C'est vraiment une clé pour parler de sa routine de façon naturelle. Bon, une fois que la routine du matin est bouclée, la journée s'ouvre vers l'extérieur. Qu'on aille au travail, à l'école ou juste faire une petite promenade, eh bien le vocabulaire s'élargit pour décrire nos interactions avec le monde. D'ailleurs, la pause café, c'est une véritable institution en France, un moment à ne pas manquer. Et pour finir la journée, le soir, c'est le moment de ralentir un peu. On passe des choses pratiques, comme les courses, à des moments plus calmes avant de dormir. Tiens, regardons juste les 2 dernières étapes.
On se couche pour aller au lit, mais on s'endort quand le sommeil arrive vraiment. C'est une petite nuance, mais elle fait toute la différence en français. Ok, maintenant qu'on a posé les bases avec le vocabulaire de tous les jours, il est temps de monter d'un cran. On passe à l'étape suivante, affiner la prononciation et surtout apprendre à mémoriser les mots pour de bon. C'est une sorte d'ascension, un peu plus technique, mais absolument cruciale. Ah là là, les fameuses voyelles nasales du français. On les appelle comme ça tout simplement parce que le son passe beaucoup plus par le nez. Prenons le son 1, par exemple. L'astuce, c'est de penser au son « est », mais de le faire vibrer dans le nez. Et surtout, point très important, de ne jamais prononcer la lettre N à la fin. Allez, on écoute bien et on essaie de répéter. Pain, matin, train. On sent vraiment l'air qui passe par le nez, pas vrai? C'est un son qu'on retrouve dans plein de mots du quotidien. S'entraîner avec cette liste va vraiment aider à maîtriser le son. On continue avec un autre grand classique, un défi pour beaucoup, le son U, comme dans le mot rue. Alors il y a une petite technique toute simple pour y arriver. On commence par faire un long son I, comme dans si, et sans bouger la langue du tout, on arrondit les lèvres comme si on allait dire OU. Et voilà, le son qui sort, c'est le fameux U français. Allez, on s'entraîne un peu. Rue, lune, une. Ce son est absolument partout. Le maîtriser, ça permet non seulement d'avoir une meilleure prononciation, mais aussi, et c'est tout aussi important, de mieux comprendre les francophones, parce que c'est une voyelle très différente des autres. Maintenant, parlons mémorisation. Chercher un mot vite fait sur son téléphone, c'est super pratique. Mais avouons-le, on l'oublie 5 minutes après. Ça, c'est ce qu'on appelle la consultation passive. Le vrai secret, c'est de passer à la mémorisation active. Et ça engage le cerveau d'une manière complètement différente. Alors une technique vraiment puissante pour ça, c'est le palais de la mémoire. L'idée est assez géniale. On associe un mot nouveau à un objet dans un endroit qu'on connaît par cœur, comme sa propre maison. Par exemple, on peut imaginer le mot « pourtant » écrit sur le paillasson de l'entrée. En refaisant le chemin dans sa tête, le mot réapparaît comme par magie. Et il y a plein d'autres astuces qui marchent super bien. Coller des post-it sur les objets de la maison, c'est tout bête, mais c'est très visuel. Ou encore, créer une petite histoire complètement absurde avec une liste de mots, ça aide énormément à les retenir. Et surtout, la clé du succès, c'est la répétition espacée. Il vaut bien mieux travailler 15 minutes chaque jour qu'une seule grosseur une fois par semaine. Bon, une fois qu'on a les bons outils en main, il est temps de partir à l'exploration, de s'immerger dans la langue. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, grâce au numérique, on peut vivre en français sans même bouger de son salon. Les podcasts, pour ça, c'est un outil vraiment formidable. Il y en a une diversité incroyable. Pour quelqu'un qui débute, il y a par exemple LinguaTalk Slow French, et pour ceux qui veulent suivre l'actualité, Journal en français facile et parfait. Il y a vraiment une option pour chaque niveau et pour tous les goûts. C'est le meilleur moyen de transformer une écoute passive en un véritable apprentissage actif. Et voilà, on arrive à la destination de notre voyage, l'avenir. Parce qu'apprendre le français, soyons clairs, ce n'est pas juste un hobby, c'est un véritable investissement qui ouvre des portes bien réelles. Maîtriser le français, c'est un atout majeur sur le marché du travail international. Prenons l'exemple d'un pays multilingue comme la Suisse. Là-bas, parler la langue, ce n'est pas juste un plus, c'est une compétence clé qui peut complètement changer une trajectoire de carrière. D'ailleurs, si on regarde les statistiques en Suisse, les chiffres sont assez éloquents. On voit un écart de salaire vraiment significatif, près de 20 000 francs par an, entre les diplômés universitaires et ceux qui sortent d'un apprentissage. Et bien sûr, l'accès à l'université est bien souvent conditionné par une bonne maîtrise de la langue locale. Donc, le point vraiment crucial à retenir, c'est que parler français, ça ne donne pas seulement accès à la culture. Ça donne aussi accès à un parcours éducatif supérieur qui, statistiquement, offre de bien meilleures perspectives de carrière, un salaire plus élevé et une plus grande sécurité de l'emploi. Voilà, c'est exactement la philosophie à adopter. L'objectif n'est pas de devenir bilingue du jour au lendemain. Il s'agit plutôt de faire un petit pas chaque jour. La constance, c'est vraiment le meilleur des professeurs. Au final, ce parcours est avant tout personnel. Les outils sont là, les étapes sont claires, mais c'est à chacun d'écrire sa propre histoire avec la langue française. Alors, quelle sera cette histoire? Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.